Donc là, on n'est pas encore visible. Voilà, on nous voit. Très bien. On donne juste quelques instants avant que les premiers se connectent pour commencer avec eux plutôt. Bien sûr. C'est pour eux qu'on est là. Oui, exactement. Nous parlions ensemble tous les deux, c'était très agréable, mais on est là pour les gens. Oui, c'est ça, tout à fait. Et toi, tes journées sont plus calmes en ce moment? Oui, les journées sont plus calmes parce que, comme j'avais l'occasion de te le dire, j'ai les formations, le programme de formation que j'avais là en présentiel avec les gens est complètement vidé. Donc, comme c'était la majeure partie de mon activité, là en avril, oui, Hmm. j'ai beaucoup de temps. Donc, voilà, c'est quand même un luxe. Je me rends compte que c'est. J'allais dire, tu es parmi ceux pour qui c'est vraiment les vacances imposées, parce que Ouais, pour d'autres, c'est plutôt plus actif encore que d'habitude. c'est ce que je vois. C'est ce que je vois. Oui, Ça ne doit pas être très facile d'ailleurs, parce que travailler beaucoup depuis chez soi, on va pouvoir en parler d'ailleurs tout à l'heure. oui, C'est pas forcément les tout conditions à fait. idéales. Ouais. Oui. Eh bien, on va commencer. Mhm. Bonjour François Ledos, bonjour Bonjour. chers spectateurs. Je suis vraiment ravie de te présenter et merci d'avoir accepté l'invitation, François. François Ledos est neurologue et fondateur de Self Therapy Formation et d'une méthode qui s'appelle intelligence relationnelle. Tu vas nous parler un peu Oui. plus de ça. Mhm. Et donc, Je suis désolé. Vas-y. Oui, oui. merci. Pour te présenter, j'aimerais un peu te poser la question. Tu es neurologue et tu as changé. Pourquoi? Ah, j'ai changé. Pourquoi? En fait, j'ai pas vraiment changé. C'est un Oui. changement, disons, de forme, pas de fond. Je reste un soignant et dans l'esprit un médecin pour moi. Euh, je continue de m'occuper des gens, de les soigner, de développer des méthodes. Donc sur le fond, je reste dans sur la même lignée que depuis que j'ai choisi la médecine et que j'ai pratiqué ce métier. C'est vrai que dans la forme, ça a évolué et que maintenant, je m'occupe vraiment plus de soigner le corps par la relation et par la psychologie. Hmm. Voilà. Hmm. Donc pourquoi ça s'est fait comme ça? Parce que ça m'est devenu j'ai expliqué un peu tout ça dans le livre là, que j'ai coécrit avec Christian Krum, là, La force de la confiance, parce que c'était en fait en germe en moi. Dès que j'ai commencé à faire de la médecine, c'était en fait quelque chose qui était là dès le début. La personne, en fait, la personne malade plus que les maladies. Et puis Hmm. le chemin s'est fait. Bon, ça s'est fait progressivement à travers de plein d'événements, de situations difficiles. Enfin, ça a été tout un cheminement. Et voilà ce qui m'amène à rester médecin. Euh, Plus neurologue, parce que je pratique plus la neurologie, mais vraiment très dans les neurosciences. Donc j'arrive à combiner à la fois, j'ai cette chance de pouvoir dans mon métier combiner le métier de médecin, soigner les gens, m'occuper des gens, les neurosciences et la psychothérapie. C'est vraiment, je suis tout à fait, j'ai beaucoup de chance de pouvoir exercer le métier que j'exerce en ce Et moment. moi, j'ai la chance déjà de suivre tes formations et travailler avec toi, Mhm. mais aussi c'est ce qui m'a donné l'idée de t'inviter par rapport à cette situation actuelle, de cet confinement, cette crise, et justement de t'inviter à explorer un peu plus Mhm. euh, sur les impacts au niveau neurobiologique et dans ce que tu appelles l'intelligence relationnelle Mhm. de ce confinement, mais surtout de l'isolement social ou de distanciation sociale qu'on s'impose nous-mêmes pour justement Mhm. éviter que la courbe monte encore plus. Mhm. Bien sûr. Alors peut-être un mot quelques mots sur l'intelligence relationnelle, qui est avant tout une méthode hein, que j'ai mise au point, que je continue de mettre au point.
qui est inspiré, en fait, qui repose, qui est original, qui n'est pas un assemblage, mais qui est une méthode originale à partir de la méthode Internal Family System, IFS, là, dont j'ai été formateur pendant plusieurs années, qui combine donc cette méthode-là de psychothérapie, la théorie de l'attachement et la neurobiologie de l'attachement de la relation, et de façon plus générale, la neurobiologie du trauma et de la dissociation. Donc voilà, à partir de ces trois piliers, je dirais, ces trois racines, il y a quelque chose d'original qui, j'espère, émerge. En tout cas, je le pense, original en termes de conception et de pratique et de méthode. Donc, quand on parle d'intelligence relationnelle ici, on parle d'une méthode, mais on peut aussi en faire un concept si on veut, mais on va surtout parler de la méthode et de ce que m'inspire en tant que psychothérapeute, fondateur du modèle intelligence relationnelle, cette situation, qui, bien sûr, est tout à fait, comment dire, comme toutes les situations que nous vivons, est de nature à affecter notre système nerveux. Dans l'intelligence relationnelle, vraiment, le cœur de l'affaire, ça repose sur le cœur de la méthode et de la réflexion, c'est le corps, et plus particulièrement le système nerveux au sein du corps. C'est à partir de cette réalité-là qu'on travaille, et non pas à partir des concepts qu'on peut avoir sur. Mais qu'est-ce qui se passe dans le corps, et aujourd'hui, on a beaucoup de clés de lecture de ce qui se passe dans le corps, ce qu'on n'avait pas quand moi j'ai commencé mes études de médecine. Il y a vraiment tellement de choses qui se sont développées depuis les années 90 et on sait beaucoup de choses. Il y a des modèles comme la théorie polyvagale de Porges, dont je m'inspire beaucoup. Il y a toute une neurobiologie établie maintenant de la dissociation, du trauma, de la mémoire traumatique. Donc on sait beaucoup de choses et on peut commencer à se représenter assez finement ce que les diverses situations que l'être humain rencontre génèrent en lui. Et il est clair que la situation du confinement est tout à fait particulière de ce point de vue et amène des réflexions que je peux partager avec toi si tu veux. Oui, tout à fait. Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est cette idée de nous-mêmes, on se crée une nouvelle habitude, si tu veux, de garder une distance qui est pour notre système complètement inhabituelle. Normalement, nous sommes des animaux sociaux, on cherche à être proches en fonction de différentes cultures, plus ou moins proches, mais en tout cas, là, on s'impose une distance complètement inhabituelle pour nous. Eh bien, je te remercie je vais rebondir sur l'expression que tu as utilisée, animaux sociaux, parce que ça va parfaitement avec ce que je voulais présenter. Nous sommes des animaux sociaux. Et ça correspond, les deux termes de la proposition, animal et social, correspondent, de ce qu'on comprend maintenant du système nerveux de l'être humain, à deux grands compartiments du système nerveux. Le compartiment, on dirait, animal, et le comportement social. L'être humain, correspond pas à une forme sublimée de l'animal par le social. L'être humain, dans la représentation que je m'en fais et que beaucoup s'en font maintenant, c'est l'intégration des deux dimensions de l'animal et le fonctionnement animal, qu'on va dire automatique, je vais y venir plus tard, et le fonctionnement social, l'engagement social. Qu'on ne partage pas d'ailleurs, qui est propre à nous, mais qu'on partage de façon générale avec les mammifères. C'est spécialement développé avec nous, mais on n'est pas les seuls à avoir cette caractéristique de rechercher, d'avoir besoin de chercher le regroupement et la vie en groupe, en société pour nous, et en groupe, en horde ou en tribu pour les animaux. Donc parlons en 2 minutes un peu de ces deux cerveaux. Le cerveau, ils sont différents quand même. Ils sont différents et c'est important de donner quelques caractéristiques générales de ça. Parce que le cerveau animal, par rapport au cerveau social, il est en dessous. Ça veut dire que c'est une fondation. C'est une fondation. Ce cerveau animal, il est engrammé, gravé dans notre corps depuis des millions d'années de développement. Et donc, quand nous naissons en tant que petit être humain, nous sommes dotés d'un appareil en particulier neurobiologique qui est très, très solide, très programmé de façon très forte, qui constitue le berceau dans lequel la vie sociale va se développer par la suite. Donc ça, c'est important, c'est engrammé. Et puis, l'autre cerveau, le cerveau de la vie sociale, dont je parle aussi, c'est ce cerveau qui est pas tellement programmé, beaucoup moins, qui est ouvert à plein d'informations, cognitives, relationnelles, intellectuelles, voilà, et qui va être, il est là pour ça, qui est là pour se conformer, s'adapter et apprendre de nouvelles informations.
Donc, il y a ces deux cerveaux. Déjà, on voit bien, il y en a un qui est là, présent, à la naissance, et l'autre qui est en développement. Et il y en a un qui est en dessous et un autre qui est au-dessus. Il y en a un qui est une base et l'autre qui va s'enraciner dans cette base. Ça, c'est un premier point qui est très important. Parce que ça indique que si on s'occupe d'un être humain et qu'il se cherche à comprendre ce qui se passe chez l'être humain en termes de psychologie et de relations, il faut absolument intégrer cette dimension avant tout du cerveau animal qui préexiste à tout. Et donc, pour un peu faciliter, comment on peut se représenter? Quel des deux cerveaux est plus en difficulté là maintenant dans cette situation? Alors, c'est là où je voudrais dire que c'est le problème, c'est pas tellement la question, je vais dire tout de suite, lequel est en plus en difficulté, c'est à mon avis, ce qui crée la difficulté, c'est que, et ce qui est un enjeu pour l'être humain toute sa vie, c'est de réaliser l'union des deux cerveaux, l'association entre les deux cerveaux. Et la situation qu'on vit là est une situation qui peut compliquer beaucoup cette association, la mise en relation des deux cerveaux. Et c'est peut-être ça qu'on pourrait développer. C'est-à-dire que juste un mot, le cerveau dont je parlais, animal, il est automatique grandement, il fonctionne de façon automatique. Il se fait plein de choses, il s'occupe des organes, et en particulier, je ne vais pas développer ça, nos organes, la respiration, le cœur, il fait ça s'appelle le système nerveux autonome. Et il y a une autre chose qu'il fait aussi, c'est il s'occupe, ça c'est le système, les organes c'est à l'intérieur, mais il s'occupe aussi beaucoup de l'extérieur, et il va vérifier si l'environnement est sécure, et sain, et sécure c'est pas français, mais on comprend maintenant, et sécure ou dangereux. Ça, c'est un point important. Et ça se fait de façon automatique. Et puis, il y a ce cerveau qu'on va développer avec les relations, les expériences, le cerveau au-dessus, là, et le cerveau qui nous met en relation avec, avec notre entourage. Et celui-là, il n'est pas du tout automatique, il est conscient. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un cerveau automatique et un cerveau conscient. Voilà. Et l'enjeu, c'est que les deux fonctionnent ensemble. Voilà. Je dirais que si, et ça c'est un enjeu pour toutes les situations de la vie. Et si la question c'est que si il peut y avoir donc des situations où les deux cerveaux ne fonctionnent pas ensemble. Typiquement, la distanciation sociale. Dans la distanciation sociale, qu'est-ce qui se passe? On sait là-haut, on nous informe et on comprend très bien que pour ne pas être infecté, pour ne pas infecter les autres, pour éviter les surcharges des services de réanimation. On comprend très très bien, tout ça fait beaucoup de sens, qu'il faut s'isoler. Donc ça fait aucun problème. Ok. Mais ce qui se passe, c'est que pour le cerveau automatique, c'est une toute autre histoire. Parce que le cerveau automatique, lui, il n'entend pas, il n'est pas programmé pour entendre toutes ces choses tout à fait sérieuses et raisonnables que je viens de développer, ces raisons. Il est sur un mode automatique et lui sur un mode binaire. Il va dire c'est sécure ou c'est pas sécure. Pour moi maintenant. Ici, on peut anticiper et dire oui, si je fais ça maintenant, je vais me mettre en sécurité moi et les autres. Ça marche très bien là-haut. Mais en dessous, ça ne fait pas du tout ça. Ça résonne sur pour moi maintenant, est-ce que c'est sécure ou pas? Et c'est là où on a un problème, nous les humains. Parce qu'on va avoir un conflit à générer. C'est-à-dire qu'au-dessus, dans le meilleur des cas, au-dessus, là, on comprend très bien qu'il faut le faire. Et c'est ce qu'on fait tous. On voit bien que globalement, quand même, c'est impressionnant de voir comment on est vraiment globalement capable de, en tout cas jusqu'à présent, sur une période d'un mois, capable de faire ça. Les êtres humains réussissent bien à se confiner. Mais on peut vraiment s'interroger sur ce qui se passe en dessous. Et en dessous, ce qu'on sait, c'est que ça réagit, en fait, l'éloignement social est toujours perçu comme un danger. Donc on a un conflit. Là-haut, ça dit sécure, il faut le faire. Et en bas, ça dit c'est très dangereux. Donc ça, c'est une façon d'expliquer le problème. Donc, le problème, ouais. En plus, il faut aussi prendre en compte que toute cette atmosphère où on est tout le temps sollicité dans les médias, etc., tout le temps on parle de ce danger des chiffres de mort, etc. Donc, déjà, il y a une ambiance de danger. Et en plus, on est dans cette distance anormale, donc notre cerveau automatique va juste en faire une boule en disant c'est dangereux. Absolument. Absolument. Alors qu'en fait, c'est une façon de nous mettre en sécurité. Donc, il va falloir, en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est justement informer notre cerveau, créer des conditions pour informer notre cerveau automatique que bien, ça lui paraît dangereux maintenant,
mais qu'en fait, c'est bon pour nous. Donc, c'est la question d'associer les deux cerveaux qui est en jeu, c'est-à-dire faire passer une information de ce cerveau-là au cerveau d'en bas. Ça, c'est ça l'enjeu. Donc, Ça va être intéressant. Comment les personnes chez eux, comment ils peuvent faire ça? Alors, je dirais de façon, tout dépend comment on démarre, comment on arrive, comment notre système nerveux se porte au moment où on arrive dans la période de confinement. Pour faire simple, pour faire très simple, hein, on n'a qu'une demi-heure, donc on va faire très simple. Soit la personne, on arrive dans cette situation avec un système nerveux plutôt bien régulé, c'est-à-dire qu'il déjà, les deux cerveaux fonctionnent plutôt bien ensemble. Et on dira, ça c'est ce qu'on appelle l'attachement sécure, c'est-à-dire que globalement, on a eu une enfance et on a vécu des situations difficiles, mais on a toujours été aidé, on a pu s'en sortir, on a toujours vu le bon côté des choses. Et voilà. Donc, quand on arrive dans la situation de confinement avec ça, on est beaucoup mieux équipé que si on arrive dans la situation de confinement avec un cerveau qui a fait des expériences répétées souvent de dangers non résolus. Où on a eu beau dire, le cerveau là-haut, tiens, tu vois, il t'est arrivé ça dans le passé, mais maintenant, c'est plus le passé, c'est le présent, et c'est pas dangereux. Le cerveau en bas continue à dire si, c'est dangereux. Ce qu'on appelle les projections. Et on continue de vivre dans le présent comme si on est dans le passé. Ça, c'est parce que les deux cerveaux ne fonctionnent pas ensemble. Alors, le monde, peut-être pas ces concepts, on pourrait dire quelqu'un, par exemple, qui est déjà de base angoissé, va avoir beaucoup plus de mal à confronter cette situation que quelqu'un qui d'habitude gère assez bien le stress et qui peut être stressé par des moments, mais très calme et apaisé à d'autres moments. On peut dire ça, si tu veux, si on peut généraliser. Ou quelqu'un qui a d'habitude, pour ces raisons que je viens de dire, qui est pas forcément anxieux, mais qui a l'habitude de se replier sur lui dans toute situation un peu stressante, va avoir tendance à augmenter ce mécanisme dans le confinement, sans se rendre compte que c'est dangereux. Voilà. Donc par rapport à ta question, tout dépend comment on arrive. Donc ça, c'est déjà important, peut-être juste là tout de suite pour ceux qui nous écoutent, de se poser la question, comment je suis arrivé dans cette situation de confinement et comment je suis maintenant. Si j'arrive à l'intérieur de moi sentir le calme, la tranquillité, et ça c'est vraiment une expérience corporelle. C'est comme ça que je vais savoir si je suis en sécurité si mes deux cerveaux sont associés ou pas. Si maintenant, quand je me représente le confinement, je le vis, je me le représente, je vois quand même que c'est assez dégagé, je me sens tranquille, en sécurité, avec quand même des envies de faire des choses, des idées, des plans sur l'avenir, des envies de rentrer en relation avec les uns ou les autres, ça veut dire que ça se passe plutôt pas mal, que le système fonctionne bien. Si par contre, ça me renvoie à l'envie de rester allongé, de ne pas rien faire, ou bien l'angoisse qui monte, ou bien des choses je sens à l'intérieur que c'est pas, ça se manifeste par des sensations physiques qui m'indiquent pas que je suis en harmonie. Alors, c'est important de le noter, de l'observer et d'en être conscient. Ça, c'est une première chose. C'est très important d'être conscient de ce qui se passe à l'intérieur dans ces situations particulières, en particulier confinement, plutôt que d'aller tout de suite vers l'extérieur et de projeter. Aller d'abord prendre un petit temps à l'intérieur avec soi. Ça peut être aussi, par exemple, de se rendre compte comment je dors, comment je me réveille, comment je me sens au réveil. C'est ça. Est-ce que je me décale dans mon sommeil? Est-ce que je suis plutôt du soir ou du matin et je me rends compte que je me couche tard et que du coup je me réveille tard le matin et ça me convient pas. Oui, toutes ces choses, tout à fait, qui sont importantes. Oui. Qui sont des indicateurs peut-être de tension intérieure. Voilà. Ouais. Ma consommation d'alcool, ma consommation d'aliments, ma consommation de séries vidéo, de choses comme ça, est-ce que ça prend de l'importance, beaucoup d'importance plus que d'habitude, tous ces éléments-là. Ça, ce sont des bons indicateurs. Si, oui. Est-ce que, au niveau neurobiologique, est-ce que tu as l'impression que ça peut avoir des effets ou des conséquences durables cette situation qu'on est en train de vivre? Alors, peut-être on peut juste, du coup, pour répondre à cette question, aller juste sur le point d'avant. On a les indicateurs. Une fois qu'on a les indicateurs, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense que ça va conditionner la réponse à ta question. Est-ce que ça va être dur ou pas? Donc, si je peux agir sur les indicateurs, je repère quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que c'est important à ce moment-là de dire
de ne pas d'agir par rapport à ça, d'avoir de faire un choix par rapport à ça. Et le choix, ça va être ce que je développe en intelligence relationnelle et qui est aussi dans la théorie polyvagale, c'est le choix de la relation. C'est le choix de on va dire, de la co-régulation, c'est-à-dire m'engager dans la relation avec les uns ou les autres. Et alors, soit j'ai de la chance, c'est-à-dire que je suis chez moi avec quelqu'un avec qui je me sens en sécurité, avec qui je me sens bien, mon conjoint, mes enfants, c'est super. Donc là, je vais garder un bon contact et je vais entretenir ce cerveau animal et qui va connecter à mon cerveau conscient. Ça va s'associer plutôt. On t'a perdu. On doit attendre qu'il se reconnecte. Il a peut-être eu une coupure de connexion. Voilà, entre-temps, peut-être en attendant, je mets un morceau de musique que François avait choisi et je crois que ça peut nous aider entre-temps. J'espère qu'il réussira à se reconnecter. Malheureusement, je n'ai pas de moyen de le contacter, donc j'espère qu'il se rend compte. Donc, nous pouvons utiliser ce moment pour un peu se connecter à l'intérieur et d'observer comment, quand je pense ce que François vient de nous partager, quand je pense à cette situation, à cette distance, à toutes ces informations, voilà, il est de retour. Juste se rendre compte entre-temps. Je fais un exercice où chacun peut se rendre compte un peu des sensations ou de ce que toi, tu avais évoqué tout à l'heure. Voilà. Qu'est-ce que ça fait quand la personne que j'écoute et qui m'intéresse ou pas, peu importe avec qui je m'engage, là, tout d'un coup disparaît du champ? Oui, c'était stressant pour moi. Oui. Donc, et je dois trouver qu'est-ce que je fais maintenant, etc. Donc, on peut ressentir tout à fait le stress ou la réaction du système nerveux. Pour en revenir à cette affaire-là, donc soit à l'intérieur, je suis en relation avec des personnes et me sens en sécurité, bien relié, et ça, c'est bien sur les conditions optimales. Soit à l'intérieur de la maison, c'est plus compliqué. On voit bien ce qu'on raconte autour de la violence domestique, les conjoints, ça fonctionne pas, les enfants. Bon, là, on a des situations qui sont pas du tout idéales. On va pas trop développer ça, juste pour le nommer, parce que c'est vraiment important de se rendre compte que je peux être en insécurité chez moi et de le valider. Donc ça, c'est le meilleur site. L'autre cas de figure, c'est je suis seul chez moi. Et ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. On va voir tout de suite. Parce que dans tous les cas, il faut mettre en place, décider la co-régulation, l'engagement relationnel, la mise en fonctionnement du réseau en coordonné des deux cerveaux. C'est-à-dire ici, je m'engage relationnellement, comme on vient de le faire tous les deux, et en même temps, mon cerveau en bas, il fait une expérience cohérente entre là où dès que je suis avec des gens sécures et ça me convient, ça me fait du bien. Là, on a une association entre les deux cerveaux. Et ça, c'est très important de le faire. Et si on ne le fait pas du tout, si le cerveau est privé de ça, alors on commence à aller pas bien du tout. Surtout dans le passé, déjà, ça avait fonctionné de façon discordante. Donc concrètement, vraiment, le message, c'est la co-régulation, c'est chercher la co-régulation. Donc si soi-même, ça peut être plusieurs choses. Soit à la maison, ça va bien, mais certainement, c'est trop difficile, il y a trop d'engagement social. C'est important de se confiner un peu, de rester un peu tranquille pour se retrouver soi. Ça, c'est important. L'eau et revenir à soi, co-régulation, revenir à soi, très important. Je fais un peu vite, puis tu me diras si ça va trop vite. Non, ça va très bien. Ça marche.
Ça, c'est si on est bien à la maison. Attention à revenir à soi et à prendre des moments pour soi, à créer sa propre bulle temporairement. Soit on est seul, et à ce moment-là, c'est nécessaire de chercher l'engagement social avec un autre. Donc, Facebook, tout ce qui est vidéoconférence, c'est super parce que ça permet à la fois la connexion entre le regard, le visuel et la voix. Donc, on n'a pas le toucher, c'est sûr, mais on a le visuel et la voix. Et le visuel et la voix, c'est très important. Ça nourrit énormément le système nerveux social et automatique. Et d'ailleurs, spontanément, beaucoup les font parce que les apéros Skype, visioconférence, c'est partout maintenant, ou des DJ qui font des parties via les réseaux sociaux pour justement que tout le monde se rassemble. Et ça, c'est aussi une possibilité pour des gens qui sont seuls à la maison et qui peuvent pas tout le temps être en contact avec quelqu'un. Ça peuvent être aussi mes lives, mais aussi des parties, par exemple, parce qu'on se sent quand même connecté à ce moment-là. Absolument. On a la voix, on a le regard. Attention aux emails, attention aux SMS, parce que ça ne suffit pas dans cette période. Quand on est en vie normale, ça va, mais ça ne suffit pas à nourrir notre système nerveux et à lui permettre de fonctionner en cohérence dans la période de confinement. Et quand on est seul, ça ne suffit pas. C'est nécessaire la coagulation. Donc, oui, tout ce que tu décris sur la vie sociale par Internet, c'est une sacrée ressource. Et si on connaît, nous, des gens, si on est au courant qu'il y a des gens de notre famille, de notre voisinage qui ne sont pas reliés socialement, parce qu'ils sont seuls, des personnes âgées dont les enfants sont loin, c'est important de s'engager, de les appeler, de dire 2-3 mots par jour, qu'ils entendent notre voix, que de ne pas les laisser seuls pour cette raison-là. Pour une raison humaine, de compassion certainement, et aussi en ayant la conscience que ça va nourrir le système nerveux, ça va permettre de continuer au système de fonctionner et de traverser cette situation. Tout à fait. Ouais, donc vraiment, c'est ça le message. C'est la co-régulation, l'engagement social qui fait du bien aux deux cerveaux ensemble. Oui. Et la question que j'avais posée, c'était aussi, est-ce que tu penses que cette situation va avoir des effets à long terme? Ben moi, je dirais que ça dépend de ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'entre autres, de mon point de vue, tout dépend comment on a, si on a pu maintenir suffisamment l'engagement social pendant le confinement. Si oui, je pense que ce sera une expérience dont on se rappellera, mais qui n'aura pas de séquelles, parce que le cerveau se régule en permanence et corrige. Par contre, si on a déjà une tendance très anxieuse, ou plutôt à se retirer et à se niber, et qu'on n'a pas les échanges sociaux, est-ce que ça va être traumatique? Je ne sais pas, mais pas sûr. Mais en tout cas, ça peut aggraver nettement des situations, favoriser la dépression ou des comportements à risque, des comportements de type addictif. Hein. Et donc, ça peut laisser aggraver, disons, les symptômes et créer de cette période de confinement que ça constitue dans la mémoire de la personne une situation quasi traumatique. Aggravation. Est-ce qu'on peut, par exemple, est-ce qu'on peut s'attendre que par la suite, par exemple, quand il y a des virus, et il y a la saison de grippe ou quelque chose, que les gens en général vont avoir tendance à être beaucoup plus prudents ou hyper protecteurs? Il y a un risque. Parce qu'il y a le vrai risque. Moi, je l'ai observé quand je me promène encore dans ce qui est possible en France encore, de faire dans le kilomètre, là. Il y a une chose qui me frappe, c'est que quand je croise des gens sur les chemins un peu de campagne où je suis, je remarque que souvent les gens ont peur, se détournent, et ils ne me connaissent pas, donc ils n'ont aucune raison de me faire la tête. Hein. Ils se détournent, donc ils craignent le contact, et donc ils se détournent. Et moi, et sur le système nerveux, ça a un impact. C'est-à-dire que le risque dans les situations futures, et il est très probable qu'on soit amené à faire beaucoup plus que les Asiatiques, à faire attention à mettre des masques et être beaucoup plus sérieux sur ces questions-là. Attention de ne pas confondre le virus et le virus. La transmission virale est dangereuse, mais la relation interhumaine est très bonne, et nécessaire et indispensable. Et faire attention de ne pas confondre, et là encore c'est de la dissociation, de ne pas confondre le danger par le virus et de la transmission interhumaine, c'est une réalité, avec à quel point c'est bénéfique de rester en relation.
Et donc, si on confond, alors on pense que l'autre devient dangereux, on se coupe de l'autre avec des masques, on ne se regarde plus, et on commence à créer des situations qui peuvent être tout à fait, sur le long cours, embêtantes. C'est tout à fait envisageable. C'est vraiment important ce que tu dis parce que j'ai remarqué ça aussi. Justement, même détourner le regard, même ne plus se regarder comme si c'était la personne qui te venait dans le absolument. Donc, c'est vraiment bien. Concrètement, on pourrait tout à fait le proposer, là, quand on se promène, quand on va faire nos courses. Attention à ne pas détourner le regard des autres. Regardons-nous, disons-nous un petit bonjour, faisons un petit sourire, mais gardons l'engagement. À 2 mètres, il n'y a aucun danger pour le virus et c'est tellement nécessaire pour nos systèmes nerveux. Vraiment, si on pouvait, habituellement, on n'a pas besoin de ça. On va faire ses courses sans forcément vraiment s'engager avec les gens qui nous font, parce qu'on a tellement de stimulation sociale. Mais dans ces situations particulières, là, ça vaut vraiment le coup de goûter ça, de goûter à quel point l'autre est une ressource, pas un danger l'autre. Et donc, de regarder plus la caissière, de se faire un petit sourire quand on se croise dans les rayons des grands magasins, quand on se fait une balade, de se dire un petit bonjour, un sourire, un petit regard. Ça, c'est vraiment intéressant aussi ce que tu dis parce que dans les cultures, peut-être à la campagne, plus dans les villages, plus encore que dans les grandes villes, mais on a spontanément l'habitude de se dire bonjour, de se regarder, même des gens qu'on connaît pas. Et c'est justement ce que tu dis, ça nous fait du bien, ça nourrit notre système, ça nous fait nous sentir en sécurité. Et c'est vrai aussi, je me suis demandé est-ce qu'il y aura un impact, on ne pourra pas le dire avec certitude évidemment, un impact sur les enfants qui vivent maintenant cette situation où tout le monde est super prudent et super attentif à ne pas avoir de contact, etc. Moi, je crois que pour ce qui concerne les enfants, et de façon générale, que c'est ce que nous apprend vraiment la théorie de l'attachement et ce que je développe moi, dans le modèle d'intelligence relationnelle, c'est l'enfant a besoin que les figures d'attachement soient disent ce qu'elles font et fassent ce qu'elles disent. Donc surtout disent ce qu'elles font, qu'elles rendent explicite ce qu'elles font vis-à-vis d'eux. Donc, je pense que dans cette situation, c'est très important que les parents expliquent bien ce que c'est que le virus, explique ce qui se passe, rende explicite. Et en particulier que ce n'est pas l'autre qui est dangereux, mais c'est le virus. Et que c'est donc, voilà. Donc, les enfants ont besoin de comprendre et surtout, oui, ils ont besoin de comprendre ce qu'ils ont à comprendre. Et que les parents, qui sont les figures d'attachement, rendent explicite aux enfants. Et je pense qu'à cette condition-là, et surtout s'il y a à l'intérieur de la famille une bonne corrégulation sécure, je pense qu'il n'y aura pas de conséquences. Ouais. Parce qu'au bout du compte, ça fait sens. On doit se confiner. L'enfant peut très bien comprendre. Si on ne lui explique pas, si on explique à l'enfant les raisons profondes, il peut y avoir des déraillements à l'intérieur et des... Je crois que c'est ça une difficulté que des jeunes parents expriment souvent, c'est cette hésitation entre donner trop d'informations pour ne pas faire peur et de ne pas donner d'informations, mais aussi le fait que, par exemple, les petits enfants de 3-4 ans qui, même si on leur explique, qui comprennent pas vraiment pourquoi je dois rester à la maison tout le temps, bien que tout en moi veut juste aller dehors et être avec mes copains et avec mamie, papy, etc. Donc, c'est sûr. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un moment, ce cerveau automatique là dont je parle, il a tendance à prendre le dessus. Parce que ce cerveau-là, surtout chez l'enfant, où le cerveau du dessus est encore en évolution, chez l'adulte, il y a ce qu'on appelle la raison, c'est-à-dire qu'on peut... il y a la sagesse qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a plus d'associations entre les deux cerveaux. Mais chez l'enfant, le cerveau du bas, il est encore très fort, il y a beaucoup d'énergie qui est là. Et le cerveau du haut, il est en construction. Donc, évidemment, un petit enfant, on a beau lui expliquer, il y a un moment, il veut aller dans les bras, il veut sortir, il veut aller jouer avec les copains. C'est le fonctionnement normal du système nerveux que d'aller vers l'extérieur. Quand on se sent en sécurité, on a envie d'aller à l'extérieur et d'explorer et de vivre avec les autres. C'est biologique, c'est imparable. Donc, effectivement, ça devient difficile et c'est pour ça que le confinement n'est sûrement pas une bonne chose à long terme. Ce n'est pas une situation qui peut être dans laquelle on peut continuer de vivre de façon productive, enfin harmonieuse pour chacun de nous et spécialement les enfants. Il faut que ça s'arrête à un moment. Ça ne peut pas durer, surtout pour des raisons biologiques, neurobiologiques. Tout à fait.
Eh bien, François, on arrive à la fin de notre petite interview. Est-ce que tu as quelque chose que tu aimerais encore partager avec nos spectateurs? Est-ce que tu as une pratique régulière que tu fais Ah, qui te fait du bien ou particulièrement en cette période? Ou est-ce que tu as, je sais pas, quelque chose que tu aimerais? moi, ce qui me revient, là, sur quoi je voudrais insister, c'est profiter de cette situation pour goûter les bénéfices de la co-régulation, de l'engagement relationnel, à travers des petites choses. Donc, ça pourrait être un exercice pour chacun de voir ce qui se passe à l'extérieur, quand je me promène, voir ce qui se passe en moi déjà, moi, je me décide de dire bonjour à la personne. Qu'est-ce que ça fait en moi? Et si la personne me répond, qu'est-ce que ça fait en moi? Et si la personne ne me répond pas, qu'est-ce que ça fait en moi? Parce que vous allez vous rendre compte, chacun va se rendre compte à quel point c'est bon simplement d'avoir une réciprocité. Si ça peut se faire, même si c'est une fraction, quelques secondes, qu'il y a un engagement par le regard, par un petit bonjour, par un petit sourire, à quel point c'est bénéfique. Et se rendre, je crois que les conditions sont vraiment idéales pour faire cette expérience-là. Et moi, je le fais maintenant plus depuis que je suis en confinement. Et je pense que c'est une très bonne pratique. Oui, j'ai l'impression aussi que finalement, ce confinement a plein de bons côtés aussi parce que vraiment, on ressent à nouveau physiquement notre besoin d'être en contact et en lien avec les autres, ce qu'on avait dans notre quotidien peut-être déjà un peu tendance à oublier, à quel point pas seulement notre cerveau a besoin de l'interaction, mais que tout notre corps a besoin d'être dans le toucher, être en contact et que nous sommes des animaux sociaux, mais aussi une culture tribale. On a vraiment besoin aussi de se sentir relié à un groupe, pas seulement dans le petit, dans la petite cellule familiale. Et ça nous rappelle peut-être des choses qui reprennent une importance qu'on n'avait plus donnée Mhm. au repas familial, aux rencontres entre amis, etc. Tout à fait. Je pourrais dire que cette crise-là, elle nous renvoie à cette réalité-là, c'est-à-dire les besoins fondamentaux à deux niveaux. Là, au niveau interne, tu viens très bien de le résumer, c'est-à-dire mes besoins, goûter de nouveau les besoins essentiels qui sont les besoins de relation à l'autre. Euh, et puis, on voit bien que donc, c'est-à-dire ma structure, ce cerveau, mon fonctionnement profond et mon cerveau, l'état de régulation de mon cerveau, et donc mes besoins essentiels. Et ça renvoie aussi, on voit bien à notre monde de façon plus générale. On se rend bien compte à travers toutes les réflexions que notre monde déraille parce qu'il n'est plus branché sur les besoins, les choses de base. On a un fonctionnement qui est complètement dérégulé, qui est complètement décollé des besoins fondamentaux. On s'en rend compte, on ne va pas développer ça, mais ce que je veux dire, c'est que les deux dimensions sont très connectées. C'est la même crise qu'on vit individuellement, qu'on peut vivre individuellement et qu'on vit collectivement. C'est-à-dire la déconnexion, je parlais tout à l'heure d'association de déconnexion entre les deux parties de nous-mêmes, que ce soit individuellement ou sur le plan collectif. Et là, ça sera peut-être un thème pour une autre capsule, de juste plus une question plus philosophique peut-être, je sais pas. C'est notre déconnexion de la Terre aussi. Absolument. C'est ce qu'on voit maintenant, vraiment ce débordement de développement dans tout le sens où on a exploité la Terre, qui nous montre aujourd'hui, c'est profondément la déconnexion qui fait qu'on va dans des extrêmes comme ça. Absolument, c'est la dissociation. Ça sera un sujet. On pourrait faire un lien entre la dissociation à l'intérieur de nous et sa dimension biologique. Hein, ce n'est pas des concepts, c'est des réalités biologiques corporelles. Et cette dissociation qu'on exporte, je dirais aussi, à l'extérieur avec ces comportements qui viennent complètement dérégulés et qui nous font voyager, faire le tour de la Terre ou acheter nos médicaments en Chine alors qu'on en a besoin en France. C'est des aberrantes. On voit bien que là, on est complètement dérégulé. Quoi. Il y a une dissociation complète. Ouais.
Un très bel exemple pour ça, quand j'ai fait mes premiers voyages, quand j'avais 20 ans, en Écosse, j'étais de l'autre côté de l'île, vraiment dans un tout petit village de pêcheurs. Et moi, j'étais toute contente. À l'époque, j'étais pas encore végétarienne. Je disais, je vais manger du poisson frais. Ouais. Et dans tout le village, c'était impossible d'acheter du poisson frais, parce que tout le poisson était directement travaillé sur un gros bateau. Il était transporté de l'autre côté de l'île pour être congelé, etc. Et ça revenait dans le petit village des pêcheurs. On pouvait acheter que du poisson congelé. Tu as tout dit. Mais Ça, voilà. c'est le circuit de la déconnexion, de la dissociation. Tout à fait. On a, alors, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que individuellement, on n'a peut-être pas encore, là aujourd'hui, on peut se poser la question comment on va changer ce monde-là qui ne va pas et qui nous met dans le mur, ces fonctionnements globaux, économiques, etc., financiers. Et ça, on ne sait pas encore. Mais ce qu'on peut chacun faire, c'est aller à l'intérieur et commencer déjà à faire l'association à l'intérieur. Et à comprendre à quel point c'est important de se sentir bien en relation avec les autres. Et si on ne se sent pas bien, d'aller chercher la relation avec les autres. Et ça, je pense, ça va faire une différence, ça va contribuer à faire le grand changement. Tout à fait. Je pense aussi. Merci François pour ce moment très agréable et très intéressant. Nos spectateurs nous ont fait beaucoup de commentaires que c'était très enrichissant. Je vois ça. Merci beaucoup à eux pour leur temps, leur attention et leur. Oui, merci et à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.